je vais laisser la parole au gagnant de la Camis 2026. C'est Faustin donc, qui va nous parler de son projet et nous expliquer comment ça marche. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, moi, je vais peut-être me présenter. Faustin Lafage, je suis statisticien public maintenant depuis environ un an. J'ai un profil un peu atypique, c'est que j'ai pas fait d'études en statistique ou en informatique. Je suis ingénieur agronome. J'ai appris moi le code informatique de manière autodidacte en fait. Pas dans mes études, mais je l'ai appris tout seul. C'est vrai que j'ai de la chance moi dans mon entreprise du coup de travailler avec des agents notamment de l'INSEE. On a une émulation autour de ça et j'ai notamment un chef, le chef de mon service, qui est on va dire très doué dans ce domaine-là et c'est lui qui m'a d'ailleurs conseillé de participer au Hackavis 2026. Parce que lui, là, il y avait participé les années précédentes et il avait gagné aussi des prix. Mais il n'a jamais gagné le premier prix. Je suis premier du service. Je tiens à le souligner. J'avais fait une data vis qui s'appelait le Sum Score. Donc, je m'étais basé sur deux data frames. Un sur le bien-être des populations et l'autre sur les dépenses. La présentation que je vais vous faire aujourd'hui, je l'ai appelée Sumception, en lien avec le film Inception, où en gros, je vous présente la technologie close read que j'ai utilisée dans un close read, en référence avec les rêves imbriqués dans des rêves. Je vais vous passer la petite introduction. Ça, c'est aussi du coup une datavis que j'ai réalisée et qui est publique. Si jamais des personnes sont intéressées avec la doc associée, il y aura tout, tout est public. Donc le moteur, j'ai tout codé en R. Globalement, c'était vraiment l'écosystème sur lequel fonctionne CloseRead. C'est un langage qui est né dans les années 90. Enfin, c'est un langage de programmation qui est vraiment dédié à la statistique, à la science de données et aussi à la visualisation. Pourquoi R? Alors, parce qu'il est open source, possède une communauté académique et industrielle qui est quand même assez importante. Enfin, par exemple, dans la statistique publique, c'est le seul langage de programmation qu'on utilise. Et il excelle là où d'autres langages doivent utiliser des bibliothèques externes. Et donc moi, je l'ai fait en R parce que c'est le langage de programmation que j'utilise tous les jours et sur lequel je suis le plus à l'aise. Donc, raconter du code R dans un terminal brut, ça peut être assez complexe. Au début de mes études, j'ai dû avoir peut-être 5 heures de cours sur R. Quand on nous montrait un terminal comme ça, je pense qu'ils perdaient la moitié des ingénieurs de ma promotion. Donc c'est là qu'intervient du coup RStudio. Ça a été créé en 2011. Je travaillais que sur ça. J'ai jamais travaillé sur le terminal brut. Développé par l'entreprise POSIT. C'est l'IDE le plus commun qui est utilisé pour R. Donc son rôle, donc c'est qu'il va centraliser tout ce qu'a besoin un data analyst ou un data scientist en 4 cadrans distincts. Donc le premier, c'est qu'on va avoir du coup la console pour exécuter le code, avec ici aussi un onglet terminal. Donc sur le terminal, ça permet notamment d'utiliser Git, etc. C'est grâce au Hackavis que j'ai pu faire mes premiers pas avec Git pour déployer ma vise. On a aussi la partie donc éditeur de script, donc là qui va être pour écrire le programme. L'environnement donc dans lequel est stocké donc les data frames, les vecteurs, etc. Et après, on a donc l'espace de visualisation. Je suis dans un projet, donc j'ai créé le projet R qui s'appelle Sumception 2026. J'ai créé aussi des dossiers. J'ai un document Quarto, donc index QMD. Lorsque je le render, il me produit un HTML. J'ai aussi ici une petite catégorie plot qui me permet donc de visualiser toutes mes figures. Les packages, pouvoir les librairies installer, mais aussi installer les librairies. Une zone d'aide lorsqu'on a une fonction qu'on comprend pas trop, qu'on utilise, etc. On est référé directement à la doc. Voilà, en gros résumé, donc si R est le moteur, donc RStudio c'est vraiment l'habitacle de la voiture. J'ai vraiment voulu du coup présenter ce langage de programmation parce qu'en fait à la Cavis 2026, il y en avait beaucoup qui me disaient, enfin qui font des choses sur tableau, etc. et qui codent pas forcément et qui connaissaient pas R et c'était pour montrer qu'en fait avec un peu de volonté, et un peu de temps, on peut quand même faire des choses. Surtout maintenant avec le sujet de l'IA, etc. On peut produire vraiment beaucoup de choses avec pas forcément beaucoup de connaissances. Concernant le tidyverse, donc ça a été vraiment une révolution sur toute la communauté qui utilise R. Je ne sais pas s'il y en a des adeptes ici de R de base ou qui utilisent R. Ok. R de base jamais, ouais, voilà. Parce que, alors moi, je l'ai pareil, donc ça a été créé en 2016, donc moi, j'ai pas forcément trop connu le R de base. Ça m'arrive d'en faire un peu, mais quand on compare avec la syntaxe d'un deployer ou etc., pour moi, il n'y a pas photo non plus. Là, c'est ça. Le R de base, ça avait une syntaxe qui était un peu complexe et parfois qui était incohérente. Puis, il y a une équipe de développeurs qui ont créé le Tidyverse. C'est globalement une collection de packages. Donc, un package, c'est une librairie qui est conçue pour travailler ensemble et qui partage toute la même philosophie.
c'est que les données, elles doivent être propres, lisibles, compréhensibles, et que chaque variable, c'est une colonne, et chaque observation, c'est une ligne. Parmi les piliers, on retrouve bon, ggplot2. Ça, c'est vraiment la référence absolue pour les graphiques. On peut aussi l'utiliser pour faire de la cartographie un peu. Ça, c'est mon package préféré. C'est celui que moi, personnellement, au travail, j'utilise au quotidien pour manipuler des données. Donc, dplyr, c'est un package qui a globalement copié la syntaxe du SQL. On est sur des choses assez similaires. Donc, on a le filter, on a un select, un mutate pour créer une variable. Et ensuite, on a tidyr pour structurer le tout. Donc, ça, c'est un peu les plus connus, mais il y en a bien d'autres. Donc, il y a table pour spécifique au tableau. Reader, moi, celui-là, je l'utilise pour lire les formats RDS, donc spécifique à R. Stringer, c'est pour gérer les chaînes de caractères. Lubridate, les dates. Peur, c'est pour tout ce qui est la création de fonctions, etc. Donc, on a vraiment des choses assez complètes et avec des syntaxes plutôt assez simples. La révolution, un peu, c'est l'opérateur qui s'appelle le pipe. Si je devais le représenter, c'est un peu comme une sorte de ponctuation, étape après étape. C'est par exemple, là, quand vous faites du pandas, c'est le point. Ça ressemble, c'est un peu similaire de mon point de vue. Donc ça permet d'enchaîner vraiment les opérations de manière assez fluide. J'affecte à un objet tel data frame, je filtre telle colonne, etc. Et on a vraiment un truc en séquence et c'est assez lisible et compréhensible. Le tidyverse, il a rendu R beaucoup plus accessible, moderne et rapide à comprendre et à apprendre aussi. Moi, ça a été mon cas. Si je pense que j'avais dû apprendre le R de base, je me serais peut-être tiré les cheveux, alors que là, on a une syntaxe qui est assez facile. Il a transformé R donc d'un outil qui est purement académique à un standard industriel de la data science. Donc maintenant, je parlais de la révolution un peu Quarto. C'est avant un analyste, il ouvrait son script R, il codait, il faisait ses figures, il faisait sa manipulation de données, etc. Il copiait le graphique obtenu, il le rentrait dans un Word, et ensuite il faisait donc toute son analyse. Mais sauf que ça pouvait avoir un problème, c'est que si votre chef ou éventuellement, je sais pas, un client vient avec des données qui sont modifiées, ben, il fallait tout refaire de A à Z, donc relancer les programmes, recopier les figures, refaire le texte, etc. Et c'est là qu'intervient du coup Quarto. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un système globalement de publication scientifique et technique et open source. Il permet de rédiger donc en utilisant le format Markdown. Quarto, c'est globalement l'évolution du format R Markdown. Et donc on peut créer des contenus dynamiques avec Python, R, Julia ou bien même Observable. La véritable puissance de Quarto, elle réside dans sa compilation. C'est qu'en fait, à partir d'un même document, on peut du coup publier des articles et des rapports de qualité globalement professionnelle. Donc avec un format là, par exemple ici, c'était un format PDF. On peut aussi générer des diaporamas pour vos présentations. Je pense que tu en avais fait un d'ailleurs pour l'Acavise, si je me trompe pas. On peut aussi concevoir des dashboards pour piloter les données, etc. Ou bien même encore créer des sites web et des blogs entièrement reproductibles. En fait, c'est un peu, enfin, c'est même totalement Quarto, c'est Jupyter Notebook en Python. Et donc, on va regarder donc comment se structure un peu ce fichier tout en un. En haut, on va retrouver dans l'entête YAML. Donc, elle va vraiment gérer les métadonnées. Donc, on va avoir le titre, le format de sortie, donc HTML, mais ça peut être PDF ou bien close read HTML. C'est le format que vous êtes en train de visualiser, c'est du close read HTML. On peut rajouter l'auteur, la date, etc. Les thèmes de Quarto, donc il y en a plein, il y en a 25. Et on peut vraiment personnaliser cette en-tête et c'est ce qui va permettre au final de personnaliser le document rendu. On peut aussi écrire du texte normal. Donc ça, c'est du texte qui est écrit très simplement en Markdown. Donc on voit que c'est pas forcément très complexe. Donc là, on a la notion de titre ici. Là, la notion de gras. Donc c'est vraiment du Markdown classique. Et après, on a la partie donc qui s'appelle des chunks, où là, c'est vraiment des blocs de code. Je suis dans le langage R. Ici, je leur ajoute quelques petites options pour éviter d'avoir certains messages et d'avoir tous les warnings. Là, je charge la librairie tidyverse, donc avec tous les packages du tidyverse. Et là, je fais un exemple de script. Donc, je prends la table MPG, je filtre la colonne cil où il y a toutes les observations qui sont égales à 4. Je fais une figure avec ggplot, etc. Enfin, c'est un outil qui peut être personnalisable et qui peut être vraiment très complet. Là, la magie de Close Read, donc c'est que Quarto ben, permet de créer des pages web, que ça soit statique, etc. Mais Close Read, ben, ça leur permet de leur rendre vie.
grâce au scrollytelling. Donc on a vraiment une lecture qui va être active en liant le texte et l'image par le mouvement. Juste ici, c'est un screen que j'ai fait moi de la vise du SumScore du coup. Le secret de Close Read, c'est qu'il repose sur une séparation stricte de l'écran, donc en deux. On va avoir l'espace à gauche et l'espace à droite, où on verra, on peut aussi avoir un peu tout centré. À gauche, on trouve la barre narrative, donc c'est celle-là qui est représentée ici. C'est vraiment le texte classique. Là, on est sur du texte qui défile du coup verticalement lorsqu'on scrolle avec la souris. Et il y a aussi, donc la partie à droite, c'est la zone fixe ou sticky. Et donc là, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des graphiques, ça peut être des cartes, ça peut être des images. Donc ça, c'est une partie qui est vraiment fixe. Voilà. Je vais essayer de vous vulgariser au plus simple la syntaxe un peu du close read. C'est pour vous montrer comment est-ce qu'on code cette séparation. La première étape, comme j'ai pu le dire, c'est toujours dans l'entête YAML. On est vraiment sur le même principe que le quarto. Donc là, j'ai le titre que j'appelle subscore, l'auteur, donc c'est moi. Le format, ici, c'est très important du coup de mettre ça, car c'est le format de sortie de close read. Le thème, donc Cyborg, ça c'est un thème de Quarto. Et en fait, la background color, c'est moi qui ai choisi quelle couleur je voulais en fond. On peut vraiment tout personnaliser. Le format de sortie, c'est close read HTML. Hop. Et donc voilà, ce que j'ai pu dire, c'est qu'en thème de Quarto, il y en a du coup 25. Donc ils sont disponibles, j'ai mis la doc associée à la fin de la présentation. Là, une fois donc que le document il est paramétré dans l'entête, il faut délimiter donc le terrain de jeu. Que pour cela, on crée quelque chose qui s'appelle une close read section. C'est une syntaxe qui commence avec deux petits points et qui finit à un autre endroit. Donc elle commence ici et elle termine ici. Et donc on englobe tout notre texte, mais également les images ou bien les figures qu'on va présenter. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand par exemple j'ai une grosse partie, je fais plusieurs sections. Je pense qu'il y en a certains qui font une section pour tout le document, mais moi je trouve que c'est plus lisible d'en créer plusieurs. Ensuite, il faut préparer l'élément visuel, donc il va rester figé à droite ou bien à gauche. Ça, on verra. On peut avoir en gros le texte ici affiché à droite, un peu comme j'avais pu le faire plus haut. Là, l'élément avait switché. Hop, et j'ai repassé le texte à gauche et l'image à droite. Donc ça, on le verra après. On peut soit le paramétrer dans l'entête pour tout le document, ou bien on peut le préciser à chaque section. Le défilement, si on veut le texte à gauche ou bien à droite, ou bien l'image à gauche et l'image à droite. Et on peut même avoir l'image au milieu et le texte qui défile au milieu. Une fois qu'on est dans la section, donc il faut préparer l'élément visuel qui va rester figé à un endroit donné. Donc il faut l'isoler. Moi, j'aime bien l'isoler à la base, enfin à la fin vers la fin de ma section. Donc, on lui donne un identifiant unique qui va être précédé d'un dièse. Donc là, par exemple, je suis dans le projet du SumScore, je suis dans le dossier images, je vais avoir une carte au format PNG, donc je l'appelle ici CR, ma carte. Donc là, maintenant qu'on a ça, comment est-ce qu'on peut relier le texte au visuel? Et ben, du coup, il faut utiliser un trigger. Ici, je vais avoir la phrase « Et soudain, je déclenche l'affichage d'une carte point d'exclamation ». J'appelle mon trigger, donc en renommant du coup la zone que j'ai utilisée juste avant, avec un hashtag. Donc voilà un peu la syntaxe de close read. Et là, on voit que c'est quand même pas forcément très complexe. Les paramètres, ils sont au nombre de 4, il n'y en a pas d'autres. Donc on les rajoute au niveau des accolades. Donc on va avoir le premier paramètre, c'est scale by. Ça va notamment permettre de faire un effet de zoom. Le scale by 1.5, ça va me permettre de zoomer 1,5 fois sur mon image. Ensuite, on va avoir le pantou. Là, j'ai 20%, moins 10%. Le pantou va permettre de déplacer l'élément visuel sur un axe horizontal. En fait, c'est pas ma loupe qui va se déplacer, c'est mon image qui se déplace. La loupe reste fixe et l'image se déplace. Et c'est vrai que moi, sur ça, je prends l'axe XY et je me dis, donc X, ça va être mon abscisse, donc on va être à 20%, donc on va aller vers la droite. Mais il y a un décalage. Enfin, je sais que moi, c'est une bidouille que je fais à la main en modifiant les pourcentages. Après, on va avoir l'highlight. C'est une syntaxe qui va permettre d'uniquement éclairer les lignes ciblées. Donc là, c'est notamment ce que j'ai utilisé ici pour afficher que cette ligne-là du bout de code. Et après, on va avoir l'élément zoom to. Donc moi, ça, c'est un élément que j'utilise pas souvent.
Mais en gros, lui, il va vraiment permettre d'automatiser le travail. Donc, il va dire à la caméra de calculer un peu d'elle-même le meilleur cadrage sur la partie sur laquelle on veut zoomer. Donc, la beauté de Quarto, c'est vraiment son multilinguisme. En fait, on peut utiliser vraiment quasiment tout, du Python, du R, de l'HTML, du CSS, de l'Observable. Et CloseRead, ben, le respecte vraiment à la lettre. Je vous ai montré un peu un exemple d'un chunk avec un peu de style avec CSS. À la différence, donc il faut écrire égal HTML pour pouvoir faire tout son script en HTML ou en CSS. Idem avec Python. On peut intégrer du Pandas, du Matplotlib, etc. toujours dans un chunk. Avec R, bien sûr. Donc là, on est sur les opérateurs classiques avec le pipe, la librairie dplyr. Et on peut aussi utiliser de l'Observable JS et pour le dynamisme côté navigateur. On peut même surligner les variables, etc. L'Observable JS, c'est une syntaxe que je maîtrise pas du tout. Et c'est vrai que l'IA, moi, m'a permis dans le SumScore de pouvoir créer des graphiques assez interactifs et beaucoup plus sexy que ce qu'on pourrait faire avec ggplot2, par exemple. Et le déploiement, bien évidemment, en un clic. Donc, il y a juste besoin d'écrire ça, Quarto Publish sur Git, pour publier le projet, du coup, sur GitHub Page. Je ne sais pas si tout le monde a vu peut-être le SumScore. Donc, je vais peut-être juste évoquer donc, comment le SumScore il est né. Du coup, avant d'être statisticien public, j'ai travaillé dans un laboratoire de compléments alimentaires et j'ai travaillé dans l'intégration d'un score des laboratoires Pierre Fabre qui s'appelle le Green Impact Index. Donc, c'est un éco-socio-score. Et donc, c'est avec une notation, c'est un peu le Nutri-Score de l'environnement et le Nutri-Score de la RSE. Il y a une phrase, moi, qui m'a fait le tilt quand j'ai lu la description, donc du Acavis 2026, c'était celle-là. L'objectif de ces dépenses étant en premier lieu le bien-être de population. Et du coup, c'est là que j'ai eu un peu l'idée de me dire, ben, pourquoi pas créer un peu le Nutri-Score du SUM en liant du coup le fichier bien-être des populations avec les dépenses pour voir du coup le niveau de bonheur par les citoyens. C'est là que le Sum Score était né. Donc il est là, donc juste le passer rapidement. Ici, donc c'est pas l'entête classique du close read. Moi, en fait, j'ai modifié l'entête avec un. Alors pareil, c'est du code que j'ai pas fait, c'est Gemini qui l'a fait pour moi. C'est une entête en fait en CSS. Je voulais avoir quelque chose pour que le lecteur comprenne mais qu'il fallait qu'il scrolle pour lire, parce que quand on voit ça en classique, bon. Et c'était une en-tête pour avoir le titre un peu plus centré, etc. Donc c'était un truc qui, moi, de mon point de vue, était un peu plus joli. Et c'est vrai que c'est modulable à souhait, en fait. On peut vraiment faire ce qu'on veut. J'ai écrit cette image-là en Markdown. Je lui ai affligé un trigger qui est cette image, sur une image générée par l'IA aussi. J'ai fait un scale by Pantou pour cibler vraiment le visu du personnage. Là, donc, on est sur le même scale. En fait, à chaque bout de phrase, ben, je rappelle cette image et je modifie juste les paramètres. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez simple et au final on a un rendu qui est quand même assez sympa. Après sur la méthodologie, je me suis basé sur deux data frames, comme j'ai pu le dire, le bien-être et les dépenses. J'ai juste pris les grosses familles. Je me suis pas concentré sur toutes les sous-catégories. Donc j'ai fait une matrice de corrélation afin de voir les variables ben, corrélées tout simplement entre elles sur de l'observable. Pareil, c'est pas moi qui l'ai codé. L'observable, c'est une syntaxe que je maîtrise pas et que j'utilise pas au quotidien. Mais on a quelque chose qui est beaucoup plus sympa et beaucoup plus joli qu'une matrice de corrélation faite avec ggplot, par exemple. Je vais pas rentrer forcément trop dans le détail de tout ce que j'ai fait en narration. Après, j'ai fait les boulis, du coup, des valeurs propres. Ça, c'était pour me permettre de cibler mes dimensions que je vais utiliser après dans l'ACP, donc l'analyse composante principale et dans la classe ascendante hiérarchique. Là, on voit qu'il y a un effet de coude ici. Donc, c'est ces deux dimensions-là qu'il faut sélectionner pour la suite. Donc ça, idem, c'est de l'observable. Idem pour l'ACP. Donc, on est sur l'observable. Ça me permet de faire un truc un peu plus lisible qu'une matrice de corrélation pour voir lesquelles variables parlent entre elles. Et après, on a la classe ascendante hiérarchique, donc toujours sur l'observable, qui m'a permis donc de faire des clusters en fait de pays. Voilà, les clusters qui ont été faits. Donc ça, c'est pareil, c'est une moulinette qui tourne derrière sous R. Et après la carte, donc on est toujours aussi sur de l'observable. J'avais utilisé moi le package SF sur R. Et voilà. Pour concevoir cet index, moi, je m'y suis pris du coup en quatre étapes clés. Donc la première, ça a été la préparation de l'environnement avec les différentes importations. Là, moi, j'ai utilisé plusieurs librairies. J'ai utilisé Arrow, notamment pour travailler avec les fichiers parquets.
Bon, taille diverse, comme j'ai pu vous le présenter. Facto minor, facto extra, donc ça, c'est pour l'ACP et la classe ascendante hiérarchique. SF, donc ça, c'est pour gérer toutes les couches géographiques. Miss MDA, donc j'ai fait un truc qu'on fait un peu dans la statistique publique qui s'appelle la reconduction. Donc moi, je m'étais basé sur l'année 2022 parce que c'était l'année où il y avait eu le plus d'observations, j'ai eu le plus de répondants. Et j'ai reconduit pour les personnes qui n'avaient pas de valeur les années précédentes s'ils y avaient répondu. Donc c'est pas forcément juste, mais ça me permettait d'avoir la base la plus complète. Ensuite, donc j'ai nettoyé, j'ai transformé les données. Mon onglet, mon data frame dépenses et bien-être, c'était ces fichiers-là que vous nous aviez transmis. Idem pour la carte géographique. C'est que j'ai filtré moi sur les gros codes des dépenses et sur l'année 2022. J'ai groupé par pays. Et après, j'ai fait une part. Donc la part, elle était importante dans mon analyse parce qu'en fait, quand je l'avais pas faite, je comparais finalement les pays les plus riches avec les pays les plus pauvres. Et en fait, il n'y avait pas de justesse là-dessus. Donc j'ai fait une part pour pouvoir mettre tout le monde à la même échelle. Et après, donc, j'ai travaillé également sur le data frame bien-être. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, la reconduction. Donc, j'ai imputé les valeurs des années précédentes quand elles n'étaient pas remplies sur l'année 2022, car c'était celle où il y avait le plus d'observations. Là, j'ai utilisé Miss MDA. Donc, c'était un package que j'avais jamais utilisé avant. Donc, ça m'a permis de le tester. Et j'en étais plutôt satisfait. Et après, donc, l'analyse statistique et les exports. Donc, voilà, moi, j'ai fait donc mon ACP et la CAH, donc, pour isoler les quatre profils du SUM. J'ai exporté les matrices en CSV et le fichier donc en spatial, donc SUM en GeoJSON. Donc ça m'a permis de nourrir tous les graphiques en Observable.js. Et après, dans la visualisation interactive, donc ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'IA. C'était vraiment la brique magique qui me permettait du coup de faire tous mes graphiques en Observable et d'avoir quelque chose qui est quand même assez joli et qui se prête aussi à la navigation web. C'est peut-être intéressant d'avoir un retour d'expérience parce que comme j'ai pu le dire en introduction, j'ai un profil assez atypique, c'est que j'ai pas fait d'études en data science ou quoi que ce soit, c'est que je suis du coup ingénieur agronome. Donc voilà, là c'est une photo de moi, donc on voit que le monsieur est pas forcément très à l'aise, mais je suis ingénieur agro, donc vraiment le développement et la data, c'était pas du tout mon corps de métier, ça m'est arrivé un peu comme ça. J'étais plutôt quelqu'un qui aimait aller sur le terrain et durant mes études, je pense que c'est des sujets qui ont été mal amenés pour un corps qui n'était pas forcément on va dire que les ingénieurs agronomes, c'est pas ceux qui sont le plus familiers avec les nouvelles technologies, etc. Mais pour ceux qui sont intéressés, c'était mal amené. La data, ça a eu un pouvoir d'attraction quand même assez puissant. C'est lors d'un stage où j'ai pu travailler sur les vieilles forêts en Occitanie, où globalement, mon maître de stage qui m'a dit, bon, ben voilà, faut que tu fasses ça. Fais-le sur R, parce que les autres outils, nous, on utilisait Excel Stat. Alors, on était sur Excel, hein. Il m'a dit ça rendra pas bien, fais du R, mais bon par contre moi j'y connais rien, donc débrouille-toi comme tu peux. Donc heureusement qu'il y a eu l'IA, etc., mais aussi toute la doc associée. Et c'est vrai que ça m'a permis en fait de produire des choses sans forcément avoir au départ des compétences en programmation. Je les ai acquéries après. C'était pour souligner le fait que moi l'intelligence artificielle ça m'a vraiment changé la vie. Et c'est vraiment quelque chose que j'utilise moi au quotidien. Et ça m'a d'ailleurs permis maintenant d'être statisticien, alors que sans ça, honnêtement, je pense que j'aurais jamais pu l'être. Pour réaliser la data vis du SumScore, donc je pense que la charge, moi, je l'estime à environ 30 heures de travail. Et je tiens aussi à dire que je connaissais pas du tout la syntaxe de close read avant d'avoir commencé à faire la data vis. Donc je l'ai appris en même temps, en fait. C'est peut-être pour ça que ça a mis 30 heures. C'était surtout pour vulgariser le fait que avec un peu de travail, un peu de temps et aussi un peu d'envie, on peut quand même sortir quelque chose qui est assez propre et qui, pour le coup, n'est pas forcément très complexe à produire. Donc voilà, là, c'était un peu la petite conclusion du meet-up. Et donc ici, j'ai mis toute la doc associée. Si des personnes sont intéressées, donc notamment le cœur R avec toute la bibliographie du crâne, RStudio pour aller le télécharger, pour ceux qui connaissent pas, Quarto, toute la doc, CloseRead, la doc associée, et aussi Observable.js. Voilà.